Salut Arnaud, Salut Guillaume. je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course épique. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10? T'as le droit au décimal, dis-moi tout. Alors sur une échelle de 1 à 10, on va dire, en se laissant un petit peu de marge, on va dire 8,5, ce qui est déjà pas mal quand même. C'est pas mal, c'est prometteur pour la suite. Objectif fin d'épisode 9 sur 10. Exactement. On vise ça. C'était quoi ta première victoire de ce début de journée? Ton petit moment de bonheur? Euh, Allez, on va dire un café et surtout d'être levé sans ombre dans le cerveau, tu vois, sans nuage noir au-dessus de la tête. Voilà, droit dans mes bottes. Météo interne dégagée. Exactement, ouais. Tu es encore à Rennes ou t'es en route vers Caen? Alors, je viens de me réveiller à Rennes. T'as vu, j'ai réfléchi, c'est quand même. Mais non, je suis à Rennes, voilà. Et Parfait. on prend la route pour Caen ce soir, où on joue au Zénith de Caen ce soir. Ouais. Beau programme, belle tournée, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Arnaud, on enregistre cet épisode le vendredi 18 avril et figure-toi que ce même 18 avril, il y a quelques années de ça, c'était en 2007, c'était l'ouverture de la saison de Formule 1 au Grand Prix d'Australie. Je sais que le sujet Oh, automobile ne te laisse pas insensible et donc Kimi Raikkonen, que tu connais bien, au volant d'une Ferrari remporte la course, tandis qu'un certain Lewis Hamilton faisait ses débuts et terminait troisième à cette occasion. J'ai une question pour toi, qui est grand fan de sport auto, je l'ai dit. Est-ce que tu sais qui dans l'entourage de Lewis l'accompagne sur la plupart de ses grands prix européens, au-delà de son cercle purement familial et amical? Il y a un un chien, personnage, non? un chien exactement, c'est son C'est bulldog ça? anglais. Ouais, bonne Ouais, pioche. c'est son bulldog, Il s'appelle bien sûr. Roscoe. Il avait demandé à l'époque à Bernie Ecclestone, dirigeant de la F1 à l'époque, pour qu'il puisse l'accompagner lors de ses courses. Alors j'ai un fun fact quand même sur le truc, c'est que Roscoe, il a 1,1 million de followers sur Oui, oui. Insta. C'est autant que Liam Lawson et Gabriel Portoletto qui sont aussi sur le circuit cette année, plus que Jack Doohan et Isaac Hadjar, nos petits français. Donc voilà, ça, Et plus que beaucoup d'humoristes également oui, en je sais France. pas, je me suis pas lancé dans la comparaison. Voilà, on pouvait penser qu'un Instagram de chien, ça s'adresse à un public de niche, mais finalement, pas tant que ça. C'est magnifique. Ouais, C'est franchement, magnifique. Je vais me permettre de la noter et puis je te créditerai évidemment si je fais rire du public avec ça. c'est gentil, merci de me faire croquer. Arnaud, t'es plutôt, toi, tu pourrais aller courir avec des animaux ou des êtres humains, ou t'es plutôt du genre solitaire? C'est plutôt ton plaisir, tu le vis en Là, solo? avec la tournée trio, je découvre un peu la course accompagnée parce que Baptiste Le Caplin court beaucoup. Jérémy aussi, de temps en temps, il nous accompagne. C'est pas quelque chose que c'est pas chose que j'ai toujours adoré de courir accompagné. Euh, voilà, mais Si je l'occasion se m'y fais présente, t'y enfin. vas, mais c'est pas ton choix de cœur. Non, c'est pas mon choix de cœur parce que j'aime bien. Il y a un plaisir assez égoïste pour moi dans la course à pied d'écouter son corps, la respiration, de laisser son cerveau partir voilà, j'aime bien ce moment un peu presque méditatif en fait dans la course à pied. Arnaud, je vais te demander de te présenter. C'est une question assez classique de début de podcast, mais je vais juste te Ouais, poser une contrainte. J'ai 5 mots-clés à glisser dans ta présentation, donc à toi de les agencer comme tu veux. d'accord. Je te les livre. Laurent Vas-y. Fignon, droit Ouais, des affaires, ouais, paddock, endurance ouais. fondamentale et trio. Laurent Fignon, droit des affaires, paddock, endurance fondamentale, trio. Ça fait un petit grand écart, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir à merveille. On aura le Tout temps de ça dans développer une sur le sport. présentation. Ouais, Tout ça express, dans une présentation présentation express. de moi-même. Ouais, exactement. Bah, écoute, je suis un fils de militaire. J'ai grandi avec des parents aimants et j'ai grandi dans la passion du sport, du football tout d'abord, du cyclisme que j'ai découvert grâce à des grands champions comme Laurent Fignon. J'ai embrassé ensuite des études d'économie. J'ai fait du droit des affaires à la fac. J'ai obtenu une maîtrise, ce qui est quand même assez pompeux. Euh, Ça en jette. et puis, ouais. Et puis après, le hasard de la vie m'a amené vers un domaine artistique que j'ai d'abord fait en amateur, et puis ensuite la passion m'a gagné. C'est devenu mon métier. Je suis devenu comédien, humoriste, et puis j'ai continué à faire du sport. J'ai continué à faire du vélo, du foot. Je me suis mis à la course à pied. Je me suis pris de passion pour la course à pied. J'ai découvert que pour améliorer mes chronos, il fallait que je fasse de l'endurance fondamentale. C'est un terme que je ne connaissais pas. Et Bravo. puis toujours dans cette découverte de la vie et du sport, je suis tombé un peu par hasard au détour d'une conversation avec un journaliste dans le domaine de la course automobile. J'y ai rencontré une passion foudroyante et vraiment très très prenante.
Et j'y ai également rencontré la mère de mon fils dans une rencontre également foudroyante et passionnante. Tout ça m'a amené à traîner mes combinaisons de karting et de sport automobile dans tous les paddocks de France, de Belgique, et, euh, et c'est déjà pas mal. Et, euh, et puis j'arrive, j'ai la chance de concilier dans mon métier artistique toutes ces passions avec des projets artistiques qui me rendent fou de joie, comme Cyrano de Bergerac ou la tournée du trio depuis laquelle je te parle en direct. C'est pas Bravo, mal, non? un joli condensé. Bravo, pas facile, les gars, c'est pas facile. Tu l'as très bien fait. On va un peu développer ces différentes périodes de ta vie. Je vais partir d'une phrase, ou en tout cas d'un mot d'ordre que tu exprimes souvent, c'est que le sport guide ta vie depuis toujours. Est-ce que c'est un appétit que tu as développé par toi-même ou qui a été nécessairement très influencé, notamment par ton papa, et qui avait une pratique sportive très soutenue et pluridisciplinaire? Est-ce que tu imputes à son héritage ta passion du sport ou est-ce que c'est quelque chose que tu as le sentiment d'avoir développé par toi-même? Un peu des deux, mais j'ai voué toute ma vie une passion, un amour, une admiration pour mon père. Et donc, c'est vraiment un homme, et je continue à le penser, qui, jusqu'à la fin de ses jours, a toujours fait des choses de manière tellement droite et tellement juste et tellement intelligente que tout ce qu'il aimait, je me devais de l'aimer parce que c'était, selon moi, le bon choix et la bonne attitude. Donc, si mon père aimait le sport, j'ai très vite compris qu'il y avait des valeurs là-dedans qui étaient bonnes, indispensables même. Donc, il m'a inculqué cette passion-là dans plein de sports différents. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à jouer au tennis. Sport pour lequel d'ailleurs je pense être le plus doué. C'est-à-dire que j'y joue, j'y ai joué finalement assez peu dans ma vie, mais c'est un sport pour lequel j'estime être le plus doué, alors que j'ai joué au foot 18 ans en club, que j'ai fait du vélo, que je fais de la course à pied, du sport automobile. Voilà, donc il m'a appris. Lui, il faisait de l'athlétisme aussi pas mal. 110 Il m'a mètres haies, appris, c'est par ça? exemple, Pardon? 110 mètres haies, c'est ça? Ouais, exactement. Il m'a appris à sauter les haies. C'était incroyable. Il m'a appris Et puis voilà, et puis je me souviens l'accompagner en vélo quand il allait faire ses séances de footing, de course à pied autour du canal du château de Versailles. Enfin voilà, donc et puis voilà, et puis ma passion, par exemple, ma passion du foot, tu vois, je l'ai développée aussi. Elle est née quand j'ai regardé France-Allemagne à Séville 82 à côté de lui. J'avais 7 ans. Et je me souviens d'avoir regardé ce truc, d'avoir compris qu'il y avait deux équipes qui jouaient dans deux couleurs différentes, qui allaient d'un côté et de l'autre du terrain. J'ai compris que ça provoquait des émotions folles chez mon père et donc ça a déclenché un truc chez moi. Je me suis mis à jouer dans la cour de l'école et ce qui est très marrant, c'est que mon fils, à l'âge de 7 ans, s'est mis à être passionné par le foot en regardant France-Argentine, la finale de la Coupe du Monde en 2022 avec moi. Autre grand drame du football Mhm. français, Ouais. drame sportif. Euh, et il avait le même âge que moi à l'époque en 82. Il avait 7 ans en 2022, mon fils. Et et le lendemain matin, il s'est réveillé avec la passion du foot. Et je trouve l'analogie des deux événements assez rigolote. 82, c'était Baptiston Schumacher, c'est ça? Ce fameux Exactement, contact Baptiston Schumacher effroyable. et puis surtout Michel Platini, qui est avec Fignon et Prost, les trois icônes et les trois figures emblématiques de ma vie. Mais certains pourront se moquer, il y a pas de souci, mais j'ai grandi vraiment avec ces trois figures sportives qui ont vraiment guidé ma vie, guidé mon enfance et qui ont contribué à mon équilibre même. Qu'est-ce que tu allais chercher, toi, dans les sports individuels et les sports collectifs? Est-ce que les deux étaient très complémentaires? Est-ce que la dimension sociale aussi du foot t'apportait beaucoup de choses en complément de tes pratiques plus individuelles, comme pouvait l'être le tennis, notamment, tu en as parlé? Non, j'ai jamais fait de distinction sport co, sport individuel. Ça m'a jamais, ou en tout cas, je l'ai jamais conscientisé, on va dire. J'ai toujours fait les sports avec beaucoup de générosité et beaucoup de passion, et j'ai toujours relié ma pratique du sport à mon amour des champions et mon amour en tant que
spectateur et téléspectateur des sports parce que je suis un amoureux je l'ai souvent dit, je suis un amoureux de l'esthétisme Mhm. dans le sport. Je suis un grand admiratif des champions, évidemment, pour ce qu'ils réalisent, les sacrifices qu'ils font, les valeurs qu'ils véhiculent, mais aussi pour l'esthétisme qu'il y a dans le sport. Et moi, dans ma pratique du sport, j'ai toujours cherché à reproduire cette esthétique-là parce que je trouvais ça, j'avais envie d'être ça. Et donc, je me suis toujours identifié, j'ai toujours pratiqué des sports dans lesquels que moi je peux pratiquer. C'est la raison pour laquelle je suis pas passionné de rugby, par exemple, la raison pour laquelle je suis pas passionné par les sports de combat, parce que je suis incapable de les pratiquer. Et donc, il me manque un élément, moi, pour être passionné dans ces sports-là, il me manque l'élément de je me projette là-dedans et je peux le pratiquer. Alors que ce sont des sports que je trouve évidemment éminemment respectables. Le rugby, la boxe, etc. sont des sports de combat avec des valeurs aussi formidables. Mais je suis pas passionné par le basket également. Je suis pas particulièrement grand, donc je sais que très vite je vais être limité dans ma pratique à des mecs qui mesurent 1,90 m quoi. Donc voilà, j'ai toujours, j'ai pas fait de distinguo entre sport individuel, sport collectif. Ça a toujours été des choses un peu plus de l'ordre du dépassement de soi, et encore une fois de l'esthétique. Ce goût du beau et à la fois combiné avec cette appétence pour et cette admiration pour la haute performance en Oui. observant le sport, est-ce que finalement tu préfères un beautiful loser ou un champion qui va emporter tout sur son passage au mépris du style? Qu'est-ce qui prime dans ton cœur? Je, je, Évidemment que ce serait assez démago de dire Beautiful Loser, mais je crois que je suis plus admiratif des gens qui gagnent parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui ont certes des, des, des dons naturels peut-être plus élevés que la moyenne, mais aussi, et c'est souvent le cas dans le sport de très haut niveau, des personnes qui ont mis en place des choses mieux que les autres et qui ont peut-être fait des sacrifices plus que les autres. Et en France, on dit souvent, oh, le Français a perdu, il a pas eu. Alors Mais il a c'est bien moins joué. vrai ces dernières années. Je mesure ces propos-là, parce que c'est moins vrai ces dernières années. On a on a des champions qui gagnent. Mais pendant très longtemps, on a dit, oh, le Français a encore perdu, il a pas eu de chance. Ah, non, 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 non. C'était pas manque de chance, c'était pas ça. On met pas en place des choses aussi bien que les autres pays le font. Et un jour, on s'est rendu compte, on s'est réveillé, on s'est rendu compte, par exemple dans le football, on s'est rendu compte que la formation était importante. Aujourd'hui, la France est un des meilleurs pays en termes de formation. Et à tel point que l'Allemagne, les Anglais sont venus chercher nos modèles de formation de foot. Et à partir du moment où on s'est mis à gagner, on s'est plus arrêté de gagner. Quand je dis gagner, c'est au moins aller en finale. Euh, et, et voilà, j'ai une admiration pour les champions qui gagnent, quoi. Même si c'est pas beau, je vais quand même. Tu vois, par exemple, Pogacar en vélo. C'est pas un, c'est pas un cycliste que je trouve esthétiquement bien posé sur le vélo. Il y a plus joli que lui posé sur un vélo, mais c'est un mec qui a une philosophie de course, qui a un goût de l'effort qui est magnifique. Alors, on découvrira ou pas dans quelques années si tout ça était vrai ou si c'était juste un rêve ou un cauchemar. Mais, euh, mais aujourd'hui, il y a aucune, on n'a aucun indice là-dessus, donc je suis obligé de prendre pour argent comptant ce qui se passe dans le. Et voilà, donc tu peux que admirer le travail de ces gens qui gagnent, des Verstappen euh, en Formule 1, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel ce qu'il a mis en place, ce qu'il a fait gamin avec son père c'est pas par hasard qu'il gagne aujourd'hui. Est-ce que tout ça, ça a pu susciter chez toi des rêves de haut niveau? Tu as une certaine forme de recul aussi? Ou est-ce que tu t'es surpris plus jeune à rêver de dire un jour, ce sera moi dans ce stade, ce sera moi sur ce cours? Ou est-ce que tu Ouais, t'es très ouais. vite interdit de le penser? J'ai passé mon enfance à avoir ces images-là. Et très vite, mon père m'a fait comprendre que fallait pas trop compter sur tout ce qui était filière sport-études, etc. Euh, Parce qu'il savait que c'était s'embarquer dans un truc
très compliqué. Moi, j'ai deux frères, donc j'avais des parents qui roulaient pas non plus sur l'or. Alors, c'est pas des parents. Je viens pas d'une famille pauvre, mais pas riche non plus. Et donc très vite, il m'a fait comprendre que tous les sacrifices financiers, les sacrifices de temps, d'attention liés à un enfant qui s'engage dans une carrière sportive, c'était pas possible parce qu'il y avait deux frères également à côté dont il fallait s'occuper, dont il fallait payer des études, etc. Donc très vite, j'ai compris que c'était pas possible. Mais j'ai passé toute mon enfance. Par exemple, je faisais un rêve la nuit, mais vraiment, hein, c'est pas au sens propre. Je, Plusieurs fois, j'ai rêvé que je portais le maillot jaune du Tour de France. Et je me réveillais, mais tu ne peux pas imaginer, La Guillaume, déception. mais c'était plus qu'une déception. C'était le vide j'étais, mais tellement, je venais de vivre un moment tellement fou de plénitude, de joie, de fierté de porter le maillot jaune et je me réveille et je fais putain, c'est pas la réalité. Hmm. Et, euh, et voilà, ce rêve, je l'ai fait plein de fois, gamin. Ça, c'est pas une matinée à 8h30 sur 10, hein. Ça commence à beaucoup moins quand on se réveille d'un cauchemar pareil. Ah putain, Ah, oui. on est sur du 1 sur 10. Est-ce que tu arrives à te projeter sur le plus tard? J'ai entendu que tu avais quand même un espèce de cadre et que tu avais une espèce d'obligation que tu t'imposais vis-à-vis de tes parents de faire des études, on va dire, assez conventionnelles, ou en tout cas sérieuses, de livrer ça pour ensuite peut-être te laisser plus d'espace pour aller vers ce qui t'appelait en profondeur. À quel moment ça a commencé à se dessiner, tes envies de la scène, de l'humour? À quel moment tu as senti que ça allait t'attraper, qu'il fallait que tu donnes ta chance à cette perspective-là dans ta vie? Euh, Écoute, en fait, c'est arrivé, je suis quelqu'un d'assez, euh, comment dire, souvent quand j'explique que j'ai donné ma démission et que j'ai tout plaqué pour faire du spectacle, me lancer de manière professionnelle dans le spectacle, souvent j'ai entendu le mot courage. On m'a dit, c'est courageux d'avoir pris cette décision. Et pour répondre à ta question, j'ai jamais eu le sentiment de faire des choses courageuses dans mon parcours, dans le sens où j'ai toujours fait des choses qui se sont imposées à moi. Euh, donc oui, j'ai un petit peu rempli le job et le contrat vis-à-vis de mes parents en faisant, en alors, en passant mon bac, c'était un contrat vis-à-vis même de la société même, c'est-à-dire que j'ai toujours grandi en, en, en entendant et en pensant que le bac était quelque chose de toute façon d'indispensable et de primordial. Je dis pas que c'est la vérité, que c'est bien, etc. J'entends déjà les gens me dire hein, les diplômes, ça sert à rien, etc. Mais moi, c'est le cas. Je suis né dans les années 70, donc on parle de voilà. Donc j'ai passé mon bac. Ensuite, je me suis inscrit à la fac parce que c'était l'ordre des choses, parce que ça s'imposait à moi, parce qu'avec le bac avec le bac tu fais rien. C'est toujours ce que j'ai entendu, gamin. Donc oui, je m'inscris en fac. Pourquoi je m'inscris en fac de droit? Parce que mon grand frère s'est inscrit en fac de droit, que ça avait l'air pas mal et que voilà. Donc j'y suis allé. Ça s'est aussi un petit peu imposé à moi. Je fais bac plus 1, bac plus 2, plus 3, plus 4 parce que bah tant que je gagne, je joue. et que et que et que voilà. Et puis ensuite, je découvre que à bac plus 4 dans le domaine juridique, t'es juste bon à servir des cafés dans des cabinets d'avocats. Là, je suis face à un problème qui est que j'ai pas le niveau pour passer le concours d'avocat. J'ai un pote qui est PDG directeur d'une PME. Il a la gentillesse de me filer un CDI en tant que commercial, je m'engage dedans, ça s'impose à moi, voilà. Et puis tout ça en faisant du théâtre et de la scène parallèlement en amateur, et puis tout ça me rattrape et, et on m'explique le statut en France d'intermittent du spectacle qui permet de vivre de la création et de pouvoir faire des spectacles et écrire des one-man shows en ayant quand même de quoi se payer euh, des pâtes et des saucisses à la fin du mois, donc c'est cool. Et, mais tout ça pour te dire que voilà, j'ai toujours fait les choses de manière assez paisible, sereine. J'ai la chance d'avoir eu des choix assez simples finalement à faire, parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était la logique dans l'ordre des choses, quoi. Est-ce que derrière ça, il y a une confiance assez sous-jacente de dire que tu retomberais sur tes pattes, quelle que soit un peu l'issue des les directions que tu puisses prendre? Finalement, tu arriveras à te démerder, quelle que soit la situation? En fait, j'avance avec la conviction
peut-être naïve mais j'avance avec la conviction que la vie est bien faite. Hmm. Pour moi, en tout cas. Et que même s'il m'arrivera jamais de choses exceptionnelles, même si je ne porterai jamais le maillot jaune, même si euh, l'argent fait pas le bonheur, mais même si je gagnerai jamais 243 millions à l'euro million en découvrant que je suis de nationalité autrichienne, euh, puisque c'est la nationalité du dernier vainqueur, euh, je sais parallèlement à ça que la vie sera toujours plutôt bien faite avec moi et que oui, je retomberai toujours sur mes pattes s'il m'arrive un problème dans ma carrière ou quoi que ce soit. Je, je, je pense que je saurais rebondir. En tout cas, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Donc, j'avance et je me réveille le matin avec cette conviction-là. Arnaud, dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que tu es, quand même quelqu'un de cœur, porté par le plaisir, par la passion, tu es quand même habité par ça. Et parallèlement, il y a comme une dualité en fait avec ce que tu nous dis là sur finalement beaucoup de recul, beaucoup de sérénité par rapport à ce que tu vis. Tu vois, est-ce que tu as un instinct qui te porte vers des choses, mais finalement une capacité à accepter que ça se fasse pas comme tu veux, finalement prendre de la hauteur alors que tu es quand même dans un truc qui t'habite, qui est viscéral. Est-ce que c'est facile pour toi de faire coexister ces deux choses-là? Est-ce que je me trompe en me disant que tu as ces deux versants en toi? Ouais, non, non, tu te trompes pas du tout. J'ai ces deux versants-là et j'adore les avoir. Euh, je, je, parce que je trouve que l'un contrôle l'autre. Je trouverais ça un petit peu triste d'être toujours en recul, en analyse, en, en sérénité, en observation. Euh, j'ai presque envie, c'est pas très modeste, mais presque envie de dire en intelligence. Et, euh, et j'adore le fait d'être la plupart du temps très con et très gamin. Voilà, je suis un gamin sur scène. Je suis un gamin. Euh, voilà, quand je suis dans mon karting ou dans une bagnole, il y a un esprit, il y a quelque chose de très imprudent, de très animal dans le pilotage que j'adore et qui est un peu qui va un petit peu contre nature de ce que je suis aussi la plupart du temps. J'aime bien aussi le fait que beaucoup de journalistes, beaucoup de gens me disent ah mais en fait vous êtes très calme, très posé, très réservé. J'aime bien ça parce que c'est la vérité, c'est ça. Euh, j'aime bien, hein. J'aime bien avoir ces deux côtés-là, quoi. L'un contrôle l'autre. Hmm. Qu'est-ce que aujourd'hui tu penses apporter ou qu'est-ce qui te singularise dans ton travail quand tu es sur scène aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que c'est Arnaud et que ça peut être personne d'autre, même si on coupe ton bouc, on te met une perruque? Ouais, Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens et qu'est-ce qui fait que ça marche pour toi aujourd'hui? je pense que tout ce qu'on a dit précédemment fait que aujourd'hui je suis sur scène sans doute dans une liberté que plus haute que la moyenne. C'est-à-dire que c'est un terrain de jeu pour moi qui va au-delà des enjeux de carrière, des enjeux d'obligation de résultat de faire rire, puisque je suis humoriste. Euh, je, je me sens en liberté totale, absolue sur scène parce que justement, je sais que je ne prends aucun risque et que si ça doit s'arrêter parce que, par exemple, je ne fais pas rire ou plus rire, c'est pas grave. Et donc, je monte sur scène en me disant que si ça rate, entre guillemets, c'est pas grave. Et que si ça rate à tel point que on doit m'expliquer que je suis plus fait pour ce métier, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que j'ai jamais mis un enjeu vital dans ce métier. J'ai jamais mis d'enjeux vitaux dans le fait d'être reconnu dans la rue. Euh, tout ça ne m'intéresse pas. Tout ça est très loin des valeurs dans lesquelles j'ai grandi. Donc, euh, donc tout ça n'est pas grave. J'ai un recul. J'adore mon métier, hein, et je ne banalise pas mon métier. J'ai pas envie de dire à des gens qui traînent un peu des pieds pour aller à l'usine ou au bureau. J'ai pas envie de leur dire que j'aime pas mon métier parce qu'ils doivent se dire mais arrête, tu gagnes très bien ta vie en faisant un métier artistique, donc te plains de rien. Donc je ne me plains absolument de rien, mais c'est pas c'est-
Si ça s'arrête, c'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu, il y a pas un enjeu vital là-dedans. Aussi parce que j'ai pas grandi gamin avec des rêves de gloire et des rêves de artistiques. C'est arrivé beaucoup plus tard, donc voilà, je suis serein vis-à-vis de tout ça. Ça se sent. Arnaud, tu as, grandi dans un univers où la discipline était, j'imagine, très présente, de par notamment bah, l'éducation de ton papa. Mmh. Comment tu positionnes le talent de manière générale par rapport à la discipline, à la rigueur, à la besogne? Est-ce que tu penses que c'est le petit truc qui fait la différence ou c'est au cœur de tout et c'est la discipline finalement qui derrière va permettre de l'entretenir, de durer? Comment est-ce que tu places le curseur sur ça? Et selon moi, c'est difficile de placer le curseur. On va pas dire que ce soit une carrière sportive ou artistique réussie. On va pas dire il faut un tiers deux, un tiers deux, un tiers deux. Il faut, je, il y a du talent mélangé à du travail et de la chance, que ce soit dans le sport et, et dans le domaine artistique. Je trouve que la chance d'ailleurs est peut-être un petit peu plus nécessaire dans le domaine artistique que dans le domaine sportif. Euh, mais le talent, c'est aussi de savoir euh, cultiver un don aussi. C'est-à-dire qu'il y a, euh, je, 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 je pense qu'on ne naît pas avec du talent, on naît avec avec un don, avec une facilité pour quelque chose, et que le talent, c'est aussi le fait de mettre le doigt sur cette facilité, sur ce don, et de le développer et de le travailler. Et c'est là où le talent est mêlé au travail et à la réussite. Il y a, je trouve que le talent doit aussi être synonyme de besogne, Mhm. même si ce sont deux termes assez antinomiques. Et Voilà, mais c'est ma conception. ouais, parce que moi j'ai un peu ce truc-là sur le. Finalement, la besogne, elle rend le succès plus valorisant, je trouve. Enfin, tu vois, quand ça fonctionne bien, c'est enfin, presque se Bien dire que c'est le sûr, prérequis d'en avoir chié, d'avoir pris un truc compliqué, de s'être battu pour célébrer plus fort, en fait, ce qui fonctionne derrière. bien sûr, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vois, tu vas dire Zidane est un des footballeurs les plus talentueux de l'histoire du football, alors qu'à la base, techniquement, et je le dis sans vouloir choquer personne, il y a beaucoup de footballeurs qui avaient les mêmes capacités techniques que lui. Mais parce que son talent, c'est pas de savoir faire des roulettes ou de, voilà, son talent, c'est d'avoir su exploiter cette chose-là. Travailler aussi pour ne pas se blesser, travailler pour euh, avoir une discipline de vie, pour, voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que un autre footballeur passe à côté d'une carrière à la Zidane alors qu'à la base il a les mêmes capacités techniques? Bah parce qu'il passe son temps à se blesser. Mais pourquoi il passe son temps à se blesser? Bah parce qu'il a peut-être moins de discipline. Alors parce qu'il va peut-être moins en salle pour faire du renfort musculaire, pour faire attention. Enfin voilà. Donc je pense, oui, oui, je pense que le talent est lié au travail et, et c'est pour ça que je suis si admiratif des sports des sports cardio. Euh, que je suis si admiratif des cyclistes qui pédalent 365 jours par an pour gagner zéro, hein. Enfin, gagner zéro. À part les 15 meilleurs mondiaux, t'as des milliers de cyclistes professionnels, Hmm. donc, et qui passent leur vie qui passent leur vie à s'entraîner, Alors qu'il pourrait gagner 243 millions en étant autrichien, en étant autrichien, sans avoir à évidemment. pédaler. On fait un tout petit crochet sur ta vie plus perso, Arnaud, si tu veux bien, avant de Mhm. rentrer plus dans le sport. Tu as connu une période difficile de ta vie à la fin des années 2010, la séparation de la maman de ton fils, puis la perte de ton Ouais. papa peu après. Est-ce que tu étais conscient que tu étais en train de perdre pied ou il t'a fallu du temps pour réaliser que tu étais en train de décrocher? Non, non, je crois pas qu'on prenne conscience de ça. Non, non, il m'a fallu du temps pour réaliser que merde, je suis en train de, tu sais, quand t'arrives à te mettre dans la tête que tu vas arrêter le métier artistique, que tu vas faire autre chose, que quand tu, quand tu réalises que ça fait des années que t'as retrouvé personne dans ta vie, etc., tu te dis, mais en fait, je suis en dépression, en fait. Donc,
Donc non, non, ça a été ça n'a pas été une prise de conscience soudaine comme ça. Donc Hmm. euh, voilà, c'est pas la période la plus joyeuse de ma vie, effectivement. J'ai eu la chance de pouvoir faire un métier qui a été assez, qui m'a un peu sauvé en faisant un spectacle qui a parlé de ça aussi, qui m'a relancé de manière artistique, qui m'a relancé aussi dans ma motivation et donc et dans l'estime de moi-même. Il y a Donc une... moi, j'ai reconstruit au fur et à mesure une estime de moi-même, voilà. c'est- Et le sport a contribué à ça aussi, beaucoup, beaucoup. il y a une discussion avec ton ami Jérémy Ferrari qui a été fondatrice, on peut le dire. Est-ce que tu avais déjà fait une partie du chemin pour justement entrevoir un peu la lumière au loin sans faire des images un peu voilà, convenues? Non, Mais ce est-ce serait, que est-ce que c'est vraiment cette discussion-là qui a été déclencheur du nouvel élan, ou est-ce ouais, que non, toi tu non. avais cheminé déjà et c'était ce qui te manquait pour faire le pas de côté et avoir une autre lecture de ce que tu pouvais Non, dessiner pour non, la suite? ce serait mentir de dire que j'avais fait quoi que ce soit du chemin. Non, non, quand Jérém, il a rallumé l'ampoule chez moi, euh, Hmm. j'avais pas du tout entamé le processus, quoi. Par fainéantise, par dépression, par lassitude, voilà. Et comme lui, c'est un gars qui revient des ténèbres, euh, et que ça le faisait chier de me voir comme ça, il m'a, mais c'est pas des paroles en l'air, hein. Il y a ce repas avec lui où il, où en un repas, il arrive à me convaincre de ne pas arrêter ma carrière, à écrire un nouveau spectacle, etc., et à déménager, à changer de vie, etc., de me relancer. Il arrive. Mais ce sont aussi je les ai encore dans le téléphone, hein, et je peux les ressortir, des messages vocaux, des notes vocales qui datent de 2019-2020, où il me dit des choses très très fortes, et ce sont des messages vocaux que j'ai gardés parce que parfois je les réécoute et ça résonne encore. Hmm. Donc non, non, ça a été quelqu'un à ce moment-là. Ouais, 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 je t'ai entendu dire qu'il il- savait gérer aussi ces moments et arriver à déceler les bien choses et trouver sûr. les mots dans Et ces contextes-là. je l'ai souvent dit que c'était la seule personne crédible à mes oreilles à ce Hmm. moment-là, parce que c'était le seul à avoir vécu aussi des choses dark, voilà, qui sont des choses, en tout cas me concernant, qui sont des choses d'une banalité, mais tellement affligeante. Tu vois, un deuil parental, un deuil sentimental, c'est tellement, euh, c'est tellement normal, mais pour soi, c'est dramatique. Quel regard tu portes aujourd'hui là sur cette période? Est-ce que tu te replonges dedans? Est-ce que tu la regardes ou est-ce que ça fait partie de toi et t'as Ah complètement ouais, ouais. Moi, détaché? j'ai vraiment cette philosophie de dire je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait dans ma vie, quoi, et de Hmm. comment les choses se sont passées. Euh, et c'est un peu à l'image de quand tu cours un marathon. J'en ai couru que deux, mais tu traverses des hauts, des bas, et à l'arrivée, tu gardes tout, quoi. Et, et si on te dit refais ce marathon-là sans, sans les douleurs entre tel et tel kilomètre, sans les doutes entre tel et tel kilomètre, bah Hmm. tu dis non, non, moi je garde tout parce que c'était super en fait. Et c'est justement tout ça qui fait que c'est super. Donc un jour, François Rollin, qui est ma référence artistique, mon idole artistique, François Rollin m'a dit ta capacité à être aussi déprimé, à être aussi bas dans ton moral, euh, démontre une seule chose, c'est ta capacité à être heureux et enthousiaste et amoureux. Et donc, euh, donc je me dis, ouais, il a raison en fait. Si je suis tellement affecté par tout ça, si je suis tellement triste, c'est que à côté de ça, je suis capable d'être très heureux quand ça va bien, quoi. Donc, allez, je garde. Arnaud, on va chausser les baskets, on va aller sur le terrain du sport. Le Covid, ça a été une période qui a été heureuse pour toi, ce qui n'a pas été le cas de tous. Tu as renoué avec la course à pied à ce moment-là. Est-ce que ça a été par conviction ou ça a été un peu un choix par défaut au regard des contraintes administratives de l'époque? J'ai presque, enfin, je vais dire des choses tellement choquantes, mais Je suis prêt.
Le premier confinement, Guillaume, Je suis prêt, vas-y. c'est presque une des plus belles périodes de ma vie. Je te jure. J'étais, mon fils était en sécurité avec sa maman, avec laquelle je commençais à avoir une relation totalement apaisée euh, et, euh, et pacifique. J'étais en paix avec la maman de mon fils. Je venais de prendre la décision d'écrire un nouveau spectacle. Le monde m'a envoyé un message qui est: on met tout en pause avec le Covid pendant 1 an pour que tu aies le temps d'écrire ton spectacle. C'est comme ça que je l'ai C'était pris. toi le Je rigole, pangolin mais au début. Ouais. ouais. Non, non, je rigole, mais il y a quand même, c'est quand même quelque chose qui a évidemment enlevé, bousillé des familles et des vies. Donc j'en rigole, mais pas trop quand même. Mais ce premier confinement a été pour moi fantastique voilà, je me retrouve, je, tous les jours, la seule activité qu'on m'autorise, c'est d'aller courir. Je vais courir. Il faisait super beau en plus. Il- il- je n'avais qu'une chose à faire, c'était courir, travailler mon spectacle, euh, lire l'équipe, regarder des séries, travailler, courir, regarder. Enfin, et puis moi qui suis assez casanier, assez, voilà, c'était donc. Donc oui, ça a été là c'est pas que j'ai renoué avec la course à pied, mais en tout cas, j'y ai découvert ça. C'est une pratique qui a été synonyme d'une période euh, très très belle et reconstructrice dans ma vie, qui était l'écriture de ce nouveau spectacle, qui était cette remise en marche de moi-même après ma dépression. Et donc la course à pied a été m'a accompagné dans cette période-là. Et donc évidemment que tu as envie de tout garder de cette période-là. Hmm. Euh, T'as envie de, puisque c'est un bon souvenir, tu as envie de tout. Et donc, évidemment, la course à pied, j'ai continué. Et comme je suis un passionné, et que quand je m'intéresse à quelque chose, je le fais à fond. Et comme je suis compétiteur, j'ai commencé à me dire, bah tiens, comment je peux faire pour m'améliorer, voilà. Et puis après, ça a été l'engrenage. C'est la question que je voulais te poser justement sur la place de la performance. J'ai découvert que tu étais justement très en attente de ça, très attentif aussi. Enfin, tu mettais le nez quand même dedans en profondeur pour essayer de comprendre comment mieux faire. Euh, Est-ce qu'elle prend le pas sur le plaisir là aussi? Est-ce que ça peut être vraiment le principal moteur, je pense notamment dans les compètes? Est-ce que c'est la raison fondatrice pour laquelle tu es là ou est-ce que c'est Moi, un peu la récompense je, d'aide? je, je respecte tellement et ô combien les gens. Tu vois, sur Instagram, là, l'algorithme a compris que le marathon de Paris m'intéressait. Donc, sur Instagram, je n'ai que des publications de gens qui ont couru le marathon de Paris, des témoignages de gens qui ont couru le marathon de Paris. J'adore, hein, lire. Euh, Quel plaisir j'ai eu. Euh, j'ai reçu du soutien, j'ai pris plaisir, etc. Il y a toujours cette notion de plaisir, de souffrance, mais toujours la notion de plaisir, j'étais pas là pour le chrono, on s'en fiche. Euh, je, je voulais courir le marathon en 4 heures, 4 heures et demie. J'ai pas rempli l'objectif, mais quand même bon, tout ça je respecte, il y a aucun problème. Moi, j'ai grandi dans ma passion du sport et dans ma passion des champions et dans la passion de la performance, etc. Donc, on ne peut pas me reprocher de trouver du plaisir dans le sport et dans la course à pied. J'ai pas envie qu'on me reproche, parce que moi je respecte l'autre approche, j'ai pas envie qu'on me reproche, moi, d'avoir le nez dans mes datas, d'avoir le nez dans mon rythme cardiaque, dans mes allures, parce que mon plaisir, il est là. Mon plaisir du sport, il va être aussi dans comment je mets en place des outils pour améliorer les choses et pour aller plus loin dans la performance. Mon plaisir, il est dans la performance. Il est, Et dans la démarche de performance aussi, tout ce que et ça dans la implique. démarche de Hmm. performance, exactement. Et dans le sport automobile, c'est pareil. Dans le sport automobile, moi, on me dit, ah, à combien tu vas en ligne droite? J'en sais rien et je m'en fous. Parce que c'est pas ça qui me grise. Ce qui me grise, moi, dans le sport automobile, c'est pas de rouler à 300 à l'heure ou 250 à l'heure en ligne droite. Ça, un gamin de 10 ans, il peut le faire, rouler à 250 euh, dans une ligne droite. En revanche,
rouler à 250 et freiner à 80 mètres d'un virage au lieu de 300 mètres comme va faire la plupart des gens, ça m'intéresse. euh, Prendre telle trajectoire dans un virage à 20 centimètres près, réaccélérer, remettre le pied sur l'accélérateur à tel endroit dans le virage, alors que n'importe qui va réaccélérer à la sortie du virage, ça m'intéresse parce que je vais savoir combien de dixièmes de seconde je vais gagner. euh, au- Tout ça, ça me passionne. Voilà. Pour moi, le plaisir, il est là. T'as d'autres gens qui font du pilotage en disant, oh non, moi c'est pour être avec les copains, pour voir des belles voitures, etc. Bah non, moi mon plaisir il est là-dedans. Donc tout comme je respecte l'approche plaisir du sport, j'attends juste qu'on respecte de moi le fait que je suis passionné par ouais, la mise en place des outils et des protocoles pour améliorer ma performance. Alors 300 km/h, à 10 ans, c'est possible. Vaut mieux peut-être attendre 12-13 ans quand même. C'est un petit conseil pour Ouais, ouais, nos ouais, ouais. auditeurs. Attendez peut-être d'être au collège. J'ai une question qui est corollaire à ce que tu viens de dire, Arnaud. La contre-performance, comment tu vis ça justement? Est-ce que là aussi, tu arrives à te détacher du résultat brut et donc c'est le process qui va être intéressant et que toi, finalement, tu as réussi à construire comme il fallait les choses et que peut-être ce jour-là, le résultat n'est pas là parce qu'il y a eu plus fort, parce que, enfin, peu importe la raison, Ouais, ça te ouais. hante pas, tu arrives à rebondir et à te projeter sur autre chose ou c'est quelque chose qui peut te bouffer un peu et te frustrer? Non, non, la contre-performance, elle va être vis-à-vis de moi-même parce que ce serait très prétentieux dans tous les sports que je pratique, ce serait très prétentieux de penser que je puisse gagner. C'est-à-dire que c'est 50 balais. Aujourd'hui, je fais de la course automobile. Évidemment qu'il y a meilleur que moi. Je fais des courses avec des gamins de 18, 20 ans qui sont hyper doués, qui ont l'œil plus vifs, qui ont des réflexes plus développés, qui ont plus de talent, donc la contre-performance, ça va pas être dans le fait de ne pas gagner, parce qu'aujourd'hui, quand je prends le départ d'un marathon, je vais pas gagner. Quand je prends le départ d'une course automobile, il y en a, si, il y en a quelques-unes quand même que je Ah peux oui. gagner, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même une approche assez modeste aujourd'hui à 50 balais. Hmm. En tout cas, une approche assez réaliste du résultat que je peux avoir. Donc, pour moi, la contre-performance, elle va être dans le fait d'avoir négligé une préparation, d'avoir pris l'événement par-dessus la jambe, de m'être cru plus beau que je ne l'étais. Voilà, tout ça, pour moi, la contre-performance, elle va être plus là-dedans. Et c'est là où je vais m'en vouloir. Pas forcément par rapport au résultat. Le Si résultat, le résultat, j'accepte qu'il est meilleur et que voilà, voilà, c'est pas agréable, mais je l'accepte. Enfin, ce que je vais moins accepter, c'est de ne pas avoir été à la hauteur vis-à-vis de moi-même. Si on parle de course à pied, Arnaud, est-ce que tu penses que tu as un tempérament naturel à un peu sauter les étapes dans les choix de tes courses ou dans une logique, enfin, où tu penses que tu es dans une logique quand même de progressivité un peu maîtrisée ou est-ce que tu pourrais facilement tomber dans le piège du toujours plus ou pareil mais un peu plus vite? Est-ce que tu peux te faire gagner par ça? Je pense pas que je tomberai dans ce piège-là parce que, et ça rejoint ce que je disais avant, comme je suis passionné par le fait de progresser, j'ai très vite compris que progresser, c'était aussi m'entourer des meilleurs, m'entourer de gens qui savent et qui font. Et donc dans cette optique-là, tu vois, par exemple, mon prochain marathon, ça va être Valence en décembre. C'est pas parce que, voilà, c'est parce que aussi Johan Durand, qui est un marathonien professionnel, a évoqué aussi pour moi le fait de faire Valence, parce que j'ai entendu Hmm. que c'était un marathon plat, que par rapport à Berlin, c'était mieux parce que la préparation de Valence se faisait pas pendant l'été en pleine chaleur, que donc voilà, tout ça, ce sont des choses que je prends de l'extérieur. Et donc, j'arrive à un choix qui est plutôt rationnel, qui est plutôt, et, euh, et je sais qu'en faisant le marathon de Valence, tous les marathons que je ferai après me paraîtront plus durs, parce que je sais que le marathon de Valence enfin, tout ça, j'emmagasine les infos. Donc, je prends mes décisions en connaissance de cause et en sachant les conséquences, le pour, le moins, etc. Donc, non, non, il n'y a pas de. Tu vois, par exemple, ça m'est arrivé de refuser des courses automobiles qu'on me proposait
parce que j'estimais que la voiture était trop puissante, que j'étais pas, que c'était, alors que c'était très tentant d'accepter. Mais à un moment donné, tu dis non, je vais d'abord passer par telle catégorie avant d'accéder à cette catégorie-là. Un jour, on m'a proposé de faire du rallycross en sport automobile, euh, dans la catégorie la plus haute, avec des voitures de 600 chevaux. C'est bah non, les gars. C'est bien, ça fera peut-être faire des photos dans le journal local et faire parler de l'événement, mais moi, je sais que c'est n'importe quoi, je sais que c'est pas raisonnable. Et donc, j'ai participé au rallycross dans une catégorie inférieure qui était déjà bien. Et voilà. Donc, non, non, je suis pas. J'essaye d'être quand même réfléchi dans les décisions que je prends. Arnaud, je vais sauter quelques étapes parce qu'on est un peu pris par le temps. Je voudrais qu'on ait le temps de parler quand même Oui, de ton mes marathon de Paris. réponses sont très longues, Non, mais elles sont passionnantes. Non, mais mais, on pourrait mais passer un bon c'est le moment. risque, hein. Tu me fais parler de sport, Ah non, mais c'est le risque d'avoir des réponses un peu longues. je me délecte de ce que tu dis. On va faire l'impasse Bon, sur tant mieux. le questionnaire de Proust et sur la présentation de la course, de ta course épique et donc le marathon de Paris dont on va avoir l'occasion de parler. Il y a dans le podcast une rubrique qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc c'est une question un peu déconne qui est en lien en général avec la course. Donc voilà, aucun enjeu sur trouver ou pas la bonne réponse. Je vais te proposer quatre chiffres qui sont en lien avec le marathon de Paris, Arnaud, avec à chaque Ouais, fois deux propositions, à toi de trouver la bonne association. T'es prêt? ok. Ouais. Alors, c'est des chiffres à chaque fois. 37, est-ce que c'est l'âge moyen des participants ou le kilomètre auquel il y a le plus d'abandon? Ah bah, le kilomètre où il y a le plus d'abandon. Alors, en vrai, je sais pas. Je sais que c'est entre 35 et 40, mais je sais pas. Je sais avec certitude que c'est l'âge moyen des participants. Donc, on va. Ah, Ouais, ah c'est c'est marrant. c'est jeune, hein? C'est un an de moins que Ah, l'année c'est dernière. marrant. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est marrant parce que le 37e kilomètre. Ah, j'ai Ah, mais cru que c'est c'était. possible. Tout Non, de mais ça suite, j'ai cru pourrait. que Non, mais c'était. ça pourrait. J'ai cru que c'était ça, tout de suite. Mais intuitivement, je me dis que tu drops peut-être pas au 37, au 32, 33, là, quand tu sors du mur, peut-être. Mais 37, t'es quand même plus loin. Je sais pas. Ouais, mais le problème du marathon de Paris, c'est que au 36e, il y a un faux plat. Eh oui. Et Dans le 16e, là, c'est terrible. mais bon, bref, ok, On d'accord. valide, je la prends. 24 000, est-ce que c'est le nombre de foulées du vainqueur ou est-ce que c'est le nombre de foulées du dernier coureur? Impossible. Ah non, c'est le nombre de foulées du vainqueur, non? Absolument. Bravo. Bah oui, parce que ça me paraissait très peu, et donc je me suis dit, si c'est très peu de foulées, c'est forcément le vainqueur qui a des foulées de. Ouais. Et le dernier, c'est 50 000, tu vois, c'est le double. Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais, ça m'étonne pas. Bravo, tu t'en sors comme un chef. 51, est-ce que c'est le nombre de meneurs d'allure ou est-ce que c'est le pourcentage de coureurs qui s'essayaient pour la première fois au marathon de Paris? Allez, le nombre de coureurs qui s'essayaient pour la première fois. Non, mais tu vois mon écran, c'est pas possible, Arnaud. Je suis en train de C'est vrai, projeter. c'est ça? Ouais, bravo. Les meneurs Et les d'allure, il n'y en avait meneurs que 32. d'allure, Bah, il y en avait que 32, je pensais que c'était plus, ouais, c'est mais pas ça, tant que c'est ce ça, que hein. j'allais dire, il devait y en avoir moins, ouais. Ouais, pas tant que ça. Alors, vas-tu Mm. faire le grand chelem? 31%. Est-ce que c'est le pourcentage de femmes qui étaient présentes sur ce marathon de Paris ou le pourcentage de coureurs étrangers? Ça se joue à pas grand-chose, en vrai. Il y a 2% d'écart. Je vais te dire, 31%, euh, je, je crois que c'est le pourcentage de femmes. T'es fort, t'es fort. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai regardé, j'ai mes classements par mon classement général, mon classement dans ma catégorie, et j'ai mon classement chez Hmm. les hommes. Ouais, Et donc j'ai vu qu'on était 56 000 au départ, dont près de 40 000 hommes. exactement. Ouais, ouais. Donc ça Bon, doit faire 31% de femmes. c'est jamais assez, mais c'est mieux que, tu vois, il y a quelques années, c'était 25% en 2022. Donc petit à petit, Ah, c'est bien. les femmes arrivent sur ces Ouais, distances c'est de plus bien. en plus longues et on espère qu'elles seront, enfin, on espère la parité, ce serait vraiment chouette qu'elles aient les conditions pour pouvoir s'engager sur ces courses et la conviction qu'elles peuvent, parce que c'est sûr qu'elles peuvent. Bravo, t'as bien réussi ton numéro, franchement, je suis impressionné. Pas mal. Ouais, franchement, tu t'en es bien sorti. Arnaud, on va remonter brièvement le temps si tu veux bien, parce que cette histoire du marathon, tu nous l'as dit tout à l'heure, il y en a deux dans ton palmarès de coureurs avertis. Ta première expérience, c'était pas n'importe lequel, c'était pas le plus anecdotique des marathons ni le plus simple, c'était le marathon pour tous. Ouais. Un marathon donc de nuit qui s'est déroulé sous les feux de la crampe pour toi. Ah ouais. Ah, les feux de la Allez. crampe. Non, mais ça s'est très bien passé, mais il y a eu un petit, à la montée de la côte des Gardes, au 30e, il y a eu une petite Ouais. alerte qui a un peu bousculé ta course et ton plan de marche. Oui, oui, complètement. Non, mais c'est surtout que c'est un phénomène que je pensais ne pas connaître, la crampe, puisque pendant un an et demi, qui est le délai où j'ai su que j'avais le dossard,
J'ai eu la chance d'avoir un dossard très, très vite, de savoir que j'allais faire ce marathon très, très vite. Dans ma tête, je me suis mis en mode préparation, même si c'est 10 fois trop long de se dire: «Je prépare un marathon 1 an et demi avant», mais dans ma tête, c'était ça. Et j'ai jamais eu de crampes parce que, j'avais déjà, mis en place des choses dans mon alimentation, dans l'hydratation. J'avais fait une prise de sang où mon médecin m'avait dit: «C'est pas bon, est-ce que tu bois assez d'eau?» Et donc comme ça m'avait fait peur, je m'étais mis à boire 2 litres de flotte par jour, heu voire même plus, et donc je m'étais rendu compte que c'était super bénéfique. Ah, quelle découverte! Quelle découverte! Et donc je m'étais dit: «Les crampes, c'est terminé, j'aurai plus jamais de crampes en course à pied». J'avais couru le Marseille-Cassis sans une crampe, sans un Tu as volé sur j Marseille-Cassis même, je crois. ouais, ouais, je c'était bien, et puis mes sorties longues, pas une seule crampe et tout. Donc je suis arrivé vraiment au départ du marathon, pour tous, en me disant: «Je peux avoir plein de problèmes, mais pas ça, quoi». Et en haut de la côte, des Gardes, je m'étais dit: «En vrai, le marathon, il sera fini à ce moment-là. Il restera plus que 10 bornes en descente», et c'est là où mon cauchemar a démarré, en fait. Parce que j'ai découvert que ce qui était le plus dur dans les marathons, c'était les descentes à partir du 30e kilomètre. J'ai découvert que ça me mettait en prise des muscles qui ne travaillaient pas jusque-là et que c'était ça l'enfer, et que et puis voilà, et puis j'ai monté les côtes trop vite, et donc ça a été foudroyant, quoi. Et donc oui, j'ai été pris notamment derrière la cuisse gauche, et j'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter, 34 secondes. heu voilà, exactement, tu es Ressenti très bien 4 informé. minutes. Exactement, j'ai dû m'arrêter 34 secondes, là où j'ai cru que je m'étais arrêté 4 ou 5 minutes, durant lesquelles j'ai vu toute ma préparation défiler, tous mes proches à qui j'avais ouvert ma gueule grande comme ça sur les réseaux sociaux, et donc j'étais sur ma barrière comme ça, je tirais sur ma cuisse pour enlever la crampe et je me disais: «C'est pas possible, putain, c'est pas possible, c'est pas possible». Et là, le cerveau a pris le relais, et puis j'ai repris ma course, mais il fallait que je reprenne ma course, pas pour finir, dans ma tête, il fallait que je reprenne ma course à 4,55 de moyenne, comme je m'étais dit, quoi. Donc et puis ça a tenu, je sais pas comment. Et à quelques kilomètres de l'arrivée, j'ai regardé ma montre, je me suis dit: «Mais merde, en fait, je peux encore courir sous les 3,30». Et voilà, et le lendemain, j'ai vu sur Strava, j'ai vu que en fait, je m'étais arrêté 34 secondes et pas 4 minutes, quoi. Donc c'est fou le rapport à ça, quoi. Est-ce qu'il y avait une mystique très forte autour du marathon? Est-ce que pour toi, c'était, avant de te lancer dans ce projet-là, comme un accomplissement quand même majeur de vie et très symbolique? Ou est-ce que tu regardais ça avec un peu plus de détachement? Non, ça va être très décevant ma réponse, mais comme je suis toujours, dans la rationalisation des choses et de la performance, pour moi, le marathon, c'était juste, entre guillemets, 21 Mm. kilomètres de plus que ce que j'avais déjà fait. Mm. Donc, qu'est-ce que je mets en place sportivement pour tenir ces 21 kilomètres de plus? Et donc, je suis pas rentré dans un truc mystique de: «Oh là là, je vais courir un marathon, je vais». Alors le lendemain, j'ai posté sur Instagram une photo en disant: «Je suis marathonien», où il y a peut-être cette notion un peu Marathonien olympique, tu aurais mystique. pu mettre même. Oui, c'est vrai, oui. Avec cette notion un peu mystique autour du marathon, mais non, non, je l'ai abordé, de Mm. manière justement très, comme ça me ressemble, c'est-à-dire de manière très sportive et très rationnelle. Mm. Est-ce que est-ce que tu as été porté aussi, moi je sais que je l'ai couru aussi, par les images, toi qui as été fasciné, qui a beaucoup bouffé de sport dans ta jeunesse, il y a plein de références de ça, par l'image de l'arrivée, j'imagine que tu avais regardé le marathon le matin même, donc ce tapis bleu, Oui, tu l'avais projeté, enfin moi je sais que c'est ce qui m'a tenu, tu vois, sur le moment où ça a été compliqué sur la fin, de me dire que ce complètement. truc-là, il était dans le poste le matin, et puis j'allais vivre ce moment-là, ça a été J'ai aussi même, un moteur. en fait, moi j'ai la chance de vivre sur le parcours. Mm. Je vivais, mais quand je te dis que je vis sur le parcours, c'est vraiment, les barrières en bas de mon immeuble, quoi. Donc j'ai pu m'entraîner entre les deux difficultés. Je vis entre les 2 difficultés du marathon pour tous, et le matin, j'ai pris un plaisir incommensurable à prendre ma trottinette et aller voir les mecs, passer, en vrai, quoi. Et je me revoyais, donc j'avais 49 ans, et je me revoyais à 13 ans, à 14 ans, sur le bord de la route à voir passer Laurent Fignon, pendant le Tour de France. Et là, ce matin-là, je voyais les gars passer et je me disais: «Putain, ce soir, j'y suis, quoi. Cette nuit, j'y suis». Et ça rejoignait complètement ce que je te disais il y a 55 minutes.
qui est que ma passion du sport, elle est dans le fait de me projeter dans ce que font les grands, les sportifs, les professionnels. Et là, je pouvais pas toucher de plus près cette notion-là. J'étais sur le bord de la route, je voyais ces marathoniens passer, et dans quelques heures, j'allais y être sur le même parcours, quoi. Hmm. Donc c'était une journée, le 10 août 2024, une journée Ouais, incroyable. L'ambiance était tellement folle en fantastique, plus. Et fantastique. t'as Ces ce... jeux étaient tellement beaux, Ah oui, tellement, ouais, non, c'était trop bien. on rembobine, je suis partant. Arnaud, bon, on a compris que tu as une analyse assez froide, sans être détaché, mais en tout cas froide de la performance, etc. Il y a quand même de l'émotion à l'arrivée de ce marathon pour tous. C'est quoi? C'est principalement la fatigue ou est-ce que ça raconte un peu plus? Est-ce que c'est tout le chemin? Est-ce que c'est cette année et demie? Est-ce que tu es pris par autre chose de plus global sur ce qu'est cette arrivée? Euh, j'ai découvert à l'arrivée du marathon de Paris, là, il y a une semaine, que les pleurs que j'ai eus au mois d'août, j'ai découvert que c'était aussi beaucoup lié à une douleur qui cesse, une douleur physique qui cesse, euh, donc un soulagement. Au mois d'août, c'était aussi beaucoup lié à un accomplissement vis-à-vis d'un truc que je m'étais imposé, une performance sportive que je m'étais imposée, que j'avais atteinte. Euh, il y avait une vidéo de mon fils Hmm. qui avait été Orange avait mis en place un Eh oui, écran géant avec des vidéos, et il y avait une vidéo de mon fils. Je sais que mon fils suivait ça, que ça m'a chopé aussi. Moi, j'ai eu la vidéo de mes enfants là sur le côté à gauche, là, ouais, ouais, un peu avant les tunnels, en rentrant dans Paris. Ça te rebooste, laisse ouais, tomber. ouais, c'était fort. Mieux que Et tous les gels. je savais que mon fils regardait regardait avec sa maman, il regardait le truc, et que j'avais dit 3h30, et je sais qu'au fond de lui, il avait envie que papa il tienne l'objectif et tout. Donc il y a plein de Hmm. choses qui sont mêlées. Un an de préparation entre guillemets, en tout cas dans ma tête, un an de voilà de ça. Il y a plein de choses qui sont mêlées. Et je me suis dit sans doute que j'ai pleuré parce que c'était l'arrivée de mon premier marathon. Et puis j'ai pleuré de la même manière au marathon de Paris. Là, j'ai pleuré de la même manière. Je pense que c'est lié à- c'est lié à cette épreuve-là, et ce que chacun met dedans. Hmm. Et, et tu pleures pas parce que tu fais tel chrono, tu pleures parce que au départ, tu t'es fixé des rêves, des choses, et que tu les as accomplis à l'arrivée, quoi. J'aime beaucoup cette image de ce que tu mets dedans, en fait. C'est ça qui te Mais ouais, rattrape et bien qui sûr, ressort, en fait, à l'arrivée. Ça dit beaucoup, bien sûr, effectivement. bien sûr. Mais si ton objectif c'est de courir en 5 heures et de prendre du plaisir et de découvrir la ville de Paris, par exemple, que t'as jamais visité, et que tu cours en 5 heures et que tu as vu les plus beaux monuments de Paris, pleure à l'arrivée, il n'y a aucun problème, c'est génial. Bien sûr. Bien sûr que oui, parce qu'en plus tu es fatigué, et que tu es allé au bout de ce qui t'y a mis, quoi. Est-ce que tu as eu immédiatement envie du prochain ou est-ce qu'il y a vaguement eu un petit 10 minutes de Plus jamais ça, qui est quand même un grand classique et qui est assez vite évacué? C'est marrant parce que j'ai une copine qui après avoir couru son premier marathon, et quand je suis arrivé au marathon pour tous, elle m'a dit, alors on est d'accord, hein, plus jamais ça. Ça Je dure dis, mais pas t'es longtemps, folle. ça. Ouais, Je dis, t'es folle. Mais moi, pas une seule seconde, je l'ai pensé. ok. Moi, j'ai passé la ligne, et moi, quand j'ai passé la ligne du marathon pour tous, je me suis dit, putain, sur un marathon avec moins de dénivelé, je peux faire un 3,20. meilleur Ouais. chrono. Ouais, je peux faire un meilleur chrono sur un marathon avec moins de dénivelé, et je vais le faire. Et je vais mettre en place ça. Et voilà, mais parce que je suis zinzin de ça, parce que j'ai grandi dans ma passion de ça, quoi. Et encore une fois, j'ai pas envie qu'on me juge pour ça. Hmm. J'ai pas envie qu'on trouve que mon approche du sport est moins belle à cause de ça. Parce que moi, parallèlement à ça, je respecte toutes les autres approches sportives, voilà. Je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je me, je dis juste que mon plaisir, il est là-dedans, quoi. On est d'accord. À chacun sa course. C'est le nom d'un bouquin que je viens de sortir, tu vois, ça dit exactement ça. Ah bah voilà. Arnaud, on va se plonger dans ce marathon de Paris. C'était il y a quelques jours, c'était le week-end dernier. Il y a eu un personnage dont on n'a pas parlé, qui était avec toi aussi sur le marathon pour tous, qui s'appelle Steven, qui nous a permis Ah oui. d'échanger aujourd'hui. C'était chouette d'entreprendre ce projet aussi à plusieurs avec lui. L'idée, c'était qu'il t'aide à atteindre ton objectif qui était ambitieux, moins de 3h20 cette année. Oui, Steven, il est un peu arrivé au dernier moment dans ma préparation. C'est même pas un peu au dernier moment, il est arrivé carrément au dernier moment. Moi, j'ai fait toute ma prépa et j'ai fait toute ma projection mentale de ce marathon
en me disant je vais le faire tout seul. Et puis j'ai eu un échange sur Instagram avec Steven complètement par hasard. Et il me dit, écoute, moi je serai au départ sans objectif, parce que je suis en préparation d'autres choses. Et, euh, et Steven, il m'a tellement aidé sur le marathon pour tous. Il a tellement été synonyme de cette performance du marathon pour tous que je lui ai dit, oh, ça, tu viens, ça te dit de courir avec moi et d'être mon garde du corps, encore une fois, sur ce marathon. Et c'est ce qu'il a été. Il est incroyable, Steven, parce déjà, il est très fort. Et il a tout compris en plus, en tout cas instinctivement, sans chercher à me comprendre, il a tout compris de comment je fonctionne quand je cours. Faut pas trop me parler, faut, faut dire les choses quand elles ont besoin d'être dites, et pas plus. Hmm. Et j'ai pas besoin d'être motivé. Allez, allez, vas-y, T'es vas-y. Ça me capable. saoule. T'es capable, machin. Ça me saoule. Euh, il m'a boosté sur les derniers kilos, mais, euh, mais juste ce qu'il fallait, sans m'en mettre plein les oreilles et sans me. Donc pour ça, il a été formidable. Et puis, euh, et puis sur les ravitaux, Hmm. faut dire ce qui est. Ça aide d'avoir quelqu'un qui te dit, tu veux quelque chose à manger, à boire, tu veux que je te remplisse. Voilà, ça aurait été sans doute beaucoup plus dur pour moi si j'avais été tout seul. Donc c'est quand même ça, faut rendre hommage à Steven. Je vais faire une petite question all inclusive, Arnaud, mais plein de tiroirs dedans, vas-y, pioche. Euh, les choses que tu avais envie de corriger par rapport à ta première expérience, je sais que sur le marathon pour tous, tu n'avais peut-être pas savouré autant que tu aurais voulu le départ, l'avant-course, parce que hyper focus Ouais, sur l'objectif. Est-ce que tu as réussi à corriger ouais, ça? Et puis au global, cette course, est-ce que tu as eu de l'appréhension sur ces crampes, la potentialité qu'elles puissent revenir? Enfin voilà, comment est-ce que tu as ouais. vécu cette deuxième expérience et peut-être l'éclairage par rapport en perspective de ton premier marathon? Eh ben, là où je suis content, c'est que effectivement, j'avais ciblé des erreurs que j'avais commises sur le premier marathon, dans les quelques heures avant. Euh, des erreurs que j'avais faites aussi dans le sas de départ, des erreurs que j'ai faites dans le ressenti, l'écoute de mon corps pendant la course. Tout ça, je les ai corrigées. Ça va de choses techniques musculairement dans le ressenti pendant la course à des choses très bêtes et très drôles comme va faire pipi dans le sas si t'as envie de faire pipi. Ne regarde pas les pissotières en te disant il y a la queue, ça me saoule, c'est pas grave. Non, non. Très important de soulager cette, ce qui peut très vite devenir une douleur. Euh, j'ai été beaucoup plus à l'écoute pendant le marathon de Paris sur la réaction de mes muscles, ce qui m'a permis d'anticiper les crampes. J'ai pas eu de crampes, j'étais à deux doigts d'en avoir, mais j'en ai pas eu parce que dès que j'ai senti, je me suis mis à boire, à manger, alors que j'avais pas faim, j'avais du sucre plein la bouche. T'en peux plus d'avoir des glucides, t'as l'impression d'avoir des glucides comme ça partout. Et, et donc, je me suis forcé et ça a été salvateur. Donc voilà, j'ai corrigé des choses, j'ai encore des choses à corriger, mais je suis content d'avoir rendu concret des choses que j'avais ciblées et pointées du doigt au marathon pour tous. Question rituelle du podcast, l'image que tu retiens à la salle à laquelle tu penses, je te parle du marathon de Paris, la première qui pop dans ton esprit là. Euh, le dernier virage. Le dernier virage où je comprends que c'est fini, que je Hmm. comprends que et c'est Johan Durand qui disait c'est fou parce on souffre 42 kilomètres pour prendre 195 mètres de kiff, et il a raison. Arnaud, on va quand même signaler ton chrono, donc 3h18:30 en dessous de ton objectif de 3h20. C'est dans le top 10%. C'est quand même très impressionnant. Bravo en tout cas d'avoir atteint Merci. cet objectif-là. La suite, donc en quelques mots, tu nous l'as dit à Valence, tu as des petits jalons d'ici là, des semis, des choses comme ça, ou est-ce que c'est on mise tout Oui, je sur vais faire Valence? Marseille-Cassis, Cassis, pardon. Je vais faire Marseille-Cassis au mois de octobre, il me semble, Ouais, avec voilà, un objectif de me rapprocher des 1h30. Euh, c'est déjà bien. c'est bien. Pour l'instant, j'ai pas d'autres. S'il y a un 10K qui traîne, je le prendrai, mais ce sera dans le cadre de la préparation de Valence. All-in sur Valence. Arnaud, je Ouais. te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui résonne particulièrement en toi pour faire le lien avec ta pratique, la façon dont tu envisages la course à pied, voilà, une devise de ta création ou Non, non, existence? elle est connue puisque je l'ai écrite sur Instagram, sur la publication que j'ai mise pour, euh, pour le marathon de Paris.
le texte de Cyrano j'ai eu la chance de jouer au théâtre et qui dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent les coureurs, la course à pied, qui disent, vous nous saoulez avec vos marathons, avec vos courses à pied, avec vos machins. Et, euh, Edmond Rostand disait donc, dans la bouche de Cyrano, disait, c'est inutile, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et, et c'est vrai, euh, souvent, les humoristes disent, vous payez une inscription à 150 balles, à 150 balles pour gagner une médaille en carton et donc, pour nous dire en gros c'est pas utile. Bah oui, c'est inutile, mais c'est encore plus beau justement parce qu'il y a rien à gagner quoi. Merci beaucoup Arnaud. Je voudrais quand même signaler que tu es en tournée en ce moment. Alors j'inviterai bien nos auditeurs à aller te voir, mais c'est sold out jusqu'au 1er juin, qui est l'ultime date parisienne, si j'ai bien vu en tout cas sur votre Oui, mais billetterie. si nous entendent avant le 18 mai Eh 16h30, oui, au cinéma. ils peuvent se rendre dans les salles de cinéma pour voir le spectacle en direct et c'est une expérience artistique qui est vraiment géniale parce que les gens rigolent comme dans la salle, comme en live et, euh, et c'est une expérience de spectacle d'humour qui est vraiment géniale à faire. Donc effectivement, le spectacle du trio sera diffusé le 18 mai à 16h30 dans plus de 400 salles et, euh, et si vous voulez vos billets, savoir dans quelle salle de cinéma, ça se passe sur le trio en direct au cinéma.com, tout attaché. Allez-y, foncez. Et puis sinon, si vous voulez vous voir, enfin les voir en vrai, il faut aller au Canada. Je pense que la date d'après, c'est Le Montréal. 12 Donc juin à voilà, Montréal, ouais, il y a encore des places, ouais. rendez-vous Ouais. à Montréal. Salut Arnaud, merci infiniment pour ton temps que je sais hyper précieux et chronométré, c'est le cas de le dire. C'est gentil, merci. Bravo pour tout ce que tu as donné, ta générosité. Voilà, ça a été super simple de monter cet échange et je sais que ton temps est compté. Donc merci pour tout. Bonne continuation et plein de belles perspectives d'accomplissement dans le sport. Ta Bah, vie j'ai pris pro. beaucoup de plaisir et j'espère que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts en faisant leur sortie longue. Donc, si vous avez fini votre sortie, allez à la douche et bonne bière. Et bonne dopamine dans le tapis. Salut Arnaud, merci Exactement. pour tout. Prends Bye soin de bye. toi. Merci Bye Guillaume. bye. Merci.